Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier épisode de la série de podcasts organisée par l'Alliance pour la préservation des forêts et consacrée à l'huile de palme. Aujourd'hui, nous allons parler de consommation et je me fais un plaisir de présenter les deux intervenants qui vont débattre de ce sujet. Sylvain Angerand, vous êtes ingénieur et coordinateur des campagnes pour l'association Canopée Forêt Vivante. Et Laure Grégoire, vous êtes porte-parole de l'Alliance pour la préservation des forêts. Alors pour commencer, nous allons tout simplement nous demander comment l'huile de palme est-elle consommée aujourd'hui? L'huile de palme est principalement utilisée dans le secteur alimentaire parce que c'est l'huile de table du quotidien des populations d'Afrique et d'Asie. Pour ce qui concerne les populations africaines, c'est l'huile de cuisson utilisée depuis des millénaires. Donc, évidemment, ça en fait l'huile la plus consommée au monde. En Europe, on l'utilise depuis les années 70 à des fins alimentaires également, mais c'est utilisé comme un ingrédient dans les recettes, donc utilisé par l'industrie agroalimentaire, qui lui a découvert un grand nombre de vertus. C'est une huile qui ne s'oxyde pas, qui ne rancit pas, qui n'a pas d'odeur, donc elle n'altère pas la saveur des aliments dans une recette. Et voilà, en tout point, on peut la comparer au beurre. Elle a la même texture semi-solide, donc elle remplace très avantageusement le beurre dans les recettes. Et plus tardivement, on a eu recours à l'huile de palme dans le secteur des cosmétiques et depuis les années 2000 dans le secteur des agrocarburants. Alors là-dessus, on n'a pas de données précises en matière de répartition de la consommation parce que ça évolue beaucoup. Ça évolue beaucoup en raison des législations dans les pays européens ou au niveau de l'Europe en elle-même. Mais l'huile de palme, on peut dire aujourd'hui que 50% de l'huile de palme qui est importée en Europe est destinée au secteur alimentaire et 50% au secteur des agrocarburants. Des données qui, je le rappelle, évoluent du fait des réglementations. Merci pour ces précisions. Effectivement, bien souvent, on pense que la première utilisation de l'huile de palme, c'est l'agroalimentaire. Et vraiment, il faut insister sur le fait qu'en Europe, la moitié de l'utilisation de l'huile de palme va aux agrocarburants. Sylvain Angerand, certes, l'huile de palme a beaucoup de qualités, comme on vient de le voir. Pourtant, sa culture est largement mise en cause en raison de ses impacts négatifs, comme on a pu le voir dans les épisodes précédents de ce podcast. Est-ce que vous pourriez rapidement nous rappeler l'ensemble de ces impacts négatifs? Alors, euh, l'huile de palme aujourd'hui, les principaux pays producteurs, c'est l'Indonésie et la Malaisie, qui ont aussi la caractéristique d'abriter des grands massifs de forêts primaires ou de forêts secondaires, c'est-à-dire qui ont déjà été un petit peu exploités, mais qui ont un grand intérêt écologique. Bah, la première cause, c'est la déforestation, avec tout son cortège de conséquences environnementales et sociales. Conséquences environnementales, bien évidemment, une érosion de la biodiversité. En Indonésie, Malaisie, notamment sur la partie, sur l'île de Bornéo, qui est partagée par ces deux pays, on a eu une érosion, une disparition très très forte des forêts ces 20-30 dernières années. Et aujourd'hui, malheureusement, les dernières forêts primaires qui restent, elles sont souvent en zone montagneuse. Il reste encore des grands massifs de forêts de plaine, mais plus grand-chose. Donc perte sur la biodiversité, mais également de nombreux conflits avec les communautés locales ou les communautés autochtones. Rien qu'en Indonésie, on recense plus de 500 conflits aujourd'hui autour des plantations de palmiers à huile, qui sont des conflits en fait qui sont liés simplement au fait que on ne s'est jamais posé vraiment la question à qui appartenaient les forêts, et on est venu développer effectivement ce mode de transformation des forêts en monoculture sur des terres qui étaient contestées et qui le sont toujours. Donc on a beaucoup de conflits sociaux. Et puis surtout, on commence à avoir des effets au-delà de la parcelle, des effets au niveau régional, avec bien sûr, on a beaucoup entendu parler, ces grands incendies qui provoquent des nuages de pollution qui vont bien au-delà justement des parcelles où l'huile de palme est cultivée, où on va retrouver effectivement, ça va aller jusqu'à polluer les grandes villes d'Asie du Sud-Est. Voilà, les années où il y a des incendies assez forts. Modification aussi des régimes hydriques,
puisque quand vous enlevez la forêt, en fait, vous modifiez complètement le microclimat, perturbez les cours d'eau. Donc, on a vu des paysages profondément modifiés sur les îles de Sumatra, Bornéo. Et le point d'inquiétude, effectivement, il va être sur la Papouasie indonésienne, où se concentre aujourd'hui le front de déforestation. Ok, puis on peut aussi ajouter au passage des impacts sur le climat parce que les incendies émettent du CO2 et Bien sûr, puis, ouais. et puis des forêts en moins, ça fait moins de captation de CO2 via la photosynthèse. Alors, non seulement ça fait moins de captation de CO2, et surtout, effectivement, vous avez raison de le souligner, la caractéristique qu'il y a de ces forêts en Indonésie et Malaisie, c'est que ce sont des forêts qui sont sur des sols tourbeux, donc très très riches en carbone. Et quand vous rasez la forêt pour mettre du palmier à huile, alors le pire du pire, c'est quand vous incendiez, en fait, pour défricher. Donc là, on va avoir des incendies assez importants qui vont se propager et qui vont émettre beaucoup de carbone. Mais même sans incendie, en fait, les sols tourbeux se retrouvent mis à nu. Et en fait, pendant plusieurs décennies, ils vont continuer à émettre du carbone, et beaucoup de carbone. Donc on a vraiment un énorme enjeu climatique, en fait, à stopper la déforestation dans cette zone du monde. Et on va en parler aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est inquiétant avec le palmier à huile, c'est qu'on le voit se développer sous forme de grandes monocultures dans d'autres régions du monde. La Colombie, qui était déjà un pays producteur assez important, mais aussi ces grands retours du palmier à huile en Afrique, puisque le palmier à huile il vient du golfe de Guinée. Il est traditionnellement associé dans des systèmes agroforestiers, comme l'expliquait Laure, comme base de l'alimentation. Donc là, il ne posait pas de problème, mais en fait, aujourd'hui, on voit des grandes monocultures, un peu comme en Indonésie, Malaisie, arriver dans le bassin du Congo, se développer à la place de la forêt et reproduire, encore une fois, ce cortège de conséquences pour les populations locales et l'environnement. Merci Sylvain Angerand. Donc face à tous ces impacts négatifs, il y a une solution qui semble s'imposer qui est le boycott. Laure Grégoire, est-ce que pour vous c'est la bonne solution? Alors, le boycott n'est pas la solution. La raison est simple, c'est que l'huile de palme, c'est l'huile qui a le plus fort rendement à l'hectare. C'est-à-dire qu'elle produit 10 fois plus que l'huile de soja, 8 fois plus que l'huile de tournesol, 5 fois plus que l'huile de colza. Donc, si on supprime l'huile de palme, on a besoin de produire, on aura toujours besoin de produire de la matière grasse et des huiles végétales. Donc, on va devoir se reporter sur ces autres huiles. Et ces autres huiles, pour produire la même quantité, ça va supposer d'accroître les surfaces agricoles. Donc c'est un risque pour les forêts et les écosystèmes. Donc la solution pour nous, entreprises, c'est de soutenir une filière de production responsable, respectueuse de l'environnement et des hommes, donc au travers d'un cahier des charges précis qui impose aux producteurs qui est absence de déforestation, qui est par exemple le recours à la méthodologie High Carbon Stock dont on a parlé dans un précédent podcast. C'est une méthodologie qui va calculer le couvert forestier de la forêt qu'il convient de conserver et celle qui est assez dégradée sur laquelle on peut l'utiliser à des fins agricoles. Donc, il y a tout un lot de critères qu'une entreprise acheteuse d'huile de palme peut imposer à ses fournisseurs pour se prémunir de ce risque de déforestation et tout en consommant, en utilisant une huile de palme respectueuse de l'environnement et des hommes. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler juste, Laure, combien de pourcents de l'huile de palme est certifiée aujourd'hui? Alors, c'est 20% de la production mondiale qui est certifiée par un organisme qui est mondialement connu, qui s'appelle la RSPO. Il y a d'autres certifications qui existent pour la filière de l'huile de palme, mais qui sont en dessous en termes d'exigence. Et donc, la certification de l'huile de palme durable, elle représente donc 20% du marché. Et cette filière-là est achetée à 80% par les entreprises européennes. Donc l'enjeu, c'est de faire que cette filière de production devienne la norme pour l'ensemble du marché. Merci Laure. Alors, Sylvain Angerand, quel est votre avis, vous, sur cette question du boycott? Moi, quand j'ai commencé à travailler sur la question de l'huile de palme, j'étais coordinateur des campagnes pour les Amis de la Terre, qui est un réseau international
avec notamment des groupes en Malaisie et en Indonésie. Et effectivement, en 2005-2006, les collègues malaisiens nous disaient, mais non, ne boycottez pas. Dans la partie péninsulaire de la Malaisie, qui fournit une grande partie du marché, en fait, ça fait vivre de nombreux petits producteurs. Et effectivement, il y a eu une déforestation dans les années 50-60. Et aujourd'hui, presque malheureusement, il n'y a plus beaucoup de forêts. Et ce qui reste est protégé. Mais du coup, ça fait vivre beaucoup de monde. Donc, on s'est retrouvé assez rapidement face un petit peu à ce dilemme. Mais le problème qu'on a, c'est que ça, je vous parle de 2005-2006. C'est qu'entre-temps, effectivement, tout le monde s'est beaucoup investi dans les certifications, en particulier RSPO que cité là. Et le constat que nous, on fait aujourd'hui, c'est que ces certifications, elles ne marchent pas, en fait. Et que pour beaucoup de citoyens, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité quand on constate que des certifications ne fonctionnent pas? Alors, elles ont été améliorées, en particulier les RSPO, encore récemment sur les critères, mais il y a toujours un problème d'application de ces critères, avec de nombreuses failles, puisque par exemple, pour en citer qu'une seule, qui a été mentionnée dans le dernier rapport de l'Environmental Investigation Agency, lorsqu'une entreprise veut être certifiée, elle paye l'entreprise qui va venir faire les audits. Donc, si ça ne lui convient pas, elle change d'entreprise. Et on voit qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts derrière, et qu'effectivement, entre les critères qui sont sur la table et leur application, il y a un gros décalage qu'on n'a toujours pas réussi à régler. Et par expérience, puisque ça fait quand même beaucoup de temps que je suis dans ce milieu, ce n'est pas propre à la certification sur l'huile de palme. On a pas loin d'une trentaine d'années de recul maintenant depuis la première certification FSC en 1993, et on se rend compte que c'est intrinsèque à tous ces systèmes de certification qu'on a du mal vraiment à avoir quelque chose qui non seulement ait des critères ambitieux, et quand c'est le cas, qui soit appliqué. Bon. Cela dit, maintenant, effectivement, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Si je reprends l'argument de l'or, effectivement, en Europe, et on va en parler après sur la question des agrocarburants, oui, on peut boycotter l'huile de palme parce qu'on se dit qu'on n'a pas confiance dans un certificat. Mais si c'est pour remplacer l'huile de palme par autre chose, ce n'est pas forcément mieux. Nous, ce qu'on soulève, c'est de se dire effectivement comment on fait sur la partie alimentation, par la partie énergétique, pour avoir globalement une alimentation moins riche en huile. Et à l'inverse, on sait que dans de nombreux pays du monde, on a un déficit en huile alimentaire, et que pour avoir une alimentation équilibrée, on va avoir besoin de plus d'huile. D'accord? Là, je vous parle plutôt des pays du Sud. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, se dire qu'on va avoir besoin de cultiver plus d'huile, et donc le palmier à huile peut être une partie de la solution, très bien. J'aimerais relativiser en rappelant les chiffres d'une analyse du CREDOC publiée en 2014 qui a évalué la consommation d'huile de palme chez les Français. Et la consommation d'huile de palme est à 2,8 grammes par jour et par personne. Donc, c'est la moitié d'une cuillère à café, donc une quantité assez dérisoire. Si on prend la question, on parle de la France, jusqu'à l'année dernière, on avait 75% de notre consommation d'huile de palme qui était dans les carburants, dans les biocarburants, et seulement 25% dans l'alimentation, mais pas que, aussi dans les cosmétiques, dans tout un tas de produits industriels. On trouve de l'huile de palme un peu partout aujourd'hui, même pour l'anecdote, dans le Doliprane, par exemple. Donc, en fait, c'est une huile qui est assez peu chère et qui est utilisée pour de nombreux usages. Bon. Donc, la question qui va se poser, effectivement, c'est de se dire comment on fait pour consommer, peut-être remettre en cause un certain nombre de consommations. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un plaidoyer contre l'huile de palme. Là, vous allez en Afrique, voilà, ça fait partie de l'alimentation traditionnelle. Et même en France, enfin voilà, c'est pas dramatique de consommer un peu d'huile de palme, c'est pas ça l'enjeu aujourd'hui. Par contre, sur les biocarburants, il était important, et c'est tout le travail qu'on a mené, de mettre un terme à cette nouvelle demande qui a explosé, quoi. Alors parlons-en justement des agrocarburants. Est-ce que vous pourriez juste, enfin l'un ou l'autre, d'abord nous expliquer qu'est-ce que de l'huile de palme fait dans les agrocarburants? Quelle est sa fonction? Alors en fait, ça vient d'une directive européenne qui a développé le marché des biocarburants, agrocarburants. Jusqu'en 2010, en fait, on utilisait assez peu d'huile de palme dans les carburants parce que l'huile de palme, elle est
assez solide, assez visqueuse. C'est ce qui fait qu'on l'utilise beaucoup dans l'industrie agroalimentaire. Et du coup, on ne pouvait pas en mettre beaucoup en mélange dans les carburants routiers. Donc en fait, c'était assez limité à 1, 2, 3% maximum l'été. Mais en fait, il y a eu une rupture technologique vers 2010 qui a permis, avec un traitement chimique qu'on appelle l'hydrotraitement, l'hydrogénation, de véritablement liquéfier l'huile de palme et de pouvoir en mettre quasiment à 100% d'un point de vue technique pour faire rouler une voiture. Bon. Et du coup, vu que c'est l'huile la moins chère du marché mondial, en fait, assez rapidement, elle a supplanté les autres huiles, le colza, le tournesol. Entre 2010 et aujourd'hui, en fait, elle s'est progressivement imposée sur le marché, à tel point que, si je prends le cas français, jusqu'en 2019, 75% de l'huile de palme qu'on consommait, c'était dans les carburants. Alors je dis c'était parce qu'effectivement, on s'est battu pour faire changer la loi et exclure l'huile de palme de la liste des biocarburants, avec succès, puisqu'on a réussi à faire changer la loi en 2020, en essayant de mobiliser justement une vaste coalition tactique, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à voir ensemble, mais pour montrer qu'on avait ce problème-là. On a publié une position commune, une tribune commune à un moment avec les industriels de l'agroalimentaire en disant mais en fait, c'est déjà suffisamment compliqué sur l'huile de palme dans l'alimentaire. Si derrière on rajoute une demande qui va faire que d'exploser sur les carburants, ça sera juste impossible de régler la question de la déforestation. Et ce message il a été entendu par les députés, il commence à être entendu au niveau européen. Et en France, depuis le 1er janvier 2020, l'huile de palme a été exclue, a perdu son avantage fiscal qui permet de l'utiliser dans les biocarburants. On peut considérer que la question de l'huile de palme d'un carburant en France, elle est réglée. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que dans de nombreux autres pays européens, du coup, ça a enclenché une dynamique. La Belgique a annoncé qu'elle n'utilisait plus l'huile de palme, les Pays-Bas, l'Autriche, et Oui, mais maintenant… alors, est-ce qu'on ne se retrouve pas dans le même effet rebond que pour la consommation alimentaire? Et est-ce que finalement les industriels ne se tournent pas vers du soja ou autre pour mettre dans les carburants et du coup, ça fait plus de déforestation ou plus de C'est une terres excellente agricoles question. accaparées? C'est une excellente question. C'est pour ça que pour nous, c'est toute la politique des biocarburants de première génération qu'il faut remettre en cause. Euh, Ce qu'on a observé avant de mettre beaucoup d'huile de palme dans les carburants, c'est qu'on utilisait du colza. Mais au début des années 2000, l'Europe était exportatrice de colza. Alors qu'avec le développement des biocarburants, on a dû en importer davantage et importer aussi de l'huile de palme, puisque tout ce qu'on ne trouvait pas pour l'industrie agroalimentaire, on devait du coup importer une autre huile en substitution. Donc vous avez tout à fait raison de souligner que tout ça, c'est des histoires de vases communicants, et qu'à un moment, je reviens toujours à cette question fondamentale qui est comment on fait. On ne trouvera pas de solution à la déforestation à l'huile de palme sans maîtrise très très forte de la demande, donc énergétique évidente, mais aussi alimentaire, avoir dans les pays riches une consommation d'huile globalement moins importante pour pouvoir permettre à ce que dans les pays du Sud, on consomme un petit peu plus d'huile simplement pour répondre à des besoins fondamentaux. Donc on est vraiment sur ces curseurs. D'accord. Et Laure, quelle est la position de l'Alliance pour la préservation des forêts justement sur l'usage de l'huile de palme dans les carburants? Notre position est simple. Nous considérons que l'huile de palme doit répondre aux besoins alimentaires de la population mondiale. Nous savons que la population mondiale augmente et va continuer d'augmenter, donc ces besoins en matière grasse, en huile végétale vont continuer d'augmenter et l'huile de palme est une réponse pour ces populations. Donc l'huile de palme doit rester prioritaire pour le marché de l'alimentation. Et on a des analyses qui nous ont montré que l'ouverture à un nouvel acteur que sont les agrocarburants va supposer une demande tellement forte que la filière durable de l'huile de palme que l'on développe depuis une vingtaine d'années avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements et qui, comme on l'a vu, n'est pas encore parfaite, cette filière durable ne pourra pas répondre à la fois aux besoins des industries agroalimentaires et de ce nouveau marché que sont les agrocarburants. D'accord, donc il y a une question, comment est-ce qu'on peut lutter contre la déforestation importée? Un enjeu quantitatif qui aujourd'hui n'est pas présent dans le débat. Comment on fait pour diminuer globalement
la consommation qu'on a d'énergie et de ressources naturelles, si j'élargis le débat de façon plus large, et ça aujourd'hui c'est peu présent. Et le deuxième, c'est qualitatif. C'est comment on fait pour que ce qui rentre en Europe ne contribue pas à la déforestation, de façon directe ou indirecte. Et donc pour ça, effectivement, on se rend compte avec le recul que les certifications ne sont pas des outils super efficaces. Donc on comprend qu'il y en a il faut essayer de les améliorer, etc. Mais pour nous, ce qui est important, ça va être de renforcer la responsabilité des entreprises, de mettre en place des véritables chaînes de contrôle de la traçabilité, de l'information. Et effectivement, là, on va pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Et je rajoute un troisième volet qui va de pair, c'est comment on fait pour, dans les pays producteurs, renforcer la voix de la société civile et notamment résoudre les conflits fonciers, renforcer les communautés locales. Et si je prends la question de l'huile de palme en Indonésie, Malaisie, elle est criante. En Papouasie indonésienne aujourd'hui. L'année dernière, par exemple, le taux de déforestation a globalement baissé en Indonésie, donc c'est très bien. Par contre, il a fortement augmenté avec des violations des droits humains dramatiques en Papouasie indonésienne pour cultiver du palmier à huile. D'accord, donc qu'est-ce que peuvent faire les politiques publiques pour ça? Alors, il y a de nombreux leviers. Déjà, c'est de mettre en place effectivement une responsabilité des entreprises. Donc, en France, on a la loi devoir de vigilance. Et je suis très content que l'Alliance pour la protection des forêts nous ait aidés à dire effectivement il faut mieux articuler cette loi devoir de vigilance avec les objectifs de lutte contre la déforestation importée. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on va aller dans ce sens-là. Et puis, ça va être mettre en place effectivement des systèmes de traçabilité renforcés, de la coopération via la diplomatie française pour, à un moment, soutenir aussi, encore une fois, cette question des droits des communautés. Donc, on a quand même pas mal de leviers à pouvoir activer. Puis surtout, le premier levier, c'est, encore une fois, c'est questionner nos usages. Et ça, c'est celui sur lequel on a le plus de mal à avancer, quoi. Oui, et moi j'ajouterais que côté entreprise, les entreprises seules n'arriveront pas à transformer les filières de production pour les rendre plus durables. Il faut aussi qu'il y ait une volonté politique d'agir sur ces sujets. Le volet diplomatique, nous, il nous paraît essentiel que l'Europe travaille avec les pays producteurs pour les amener vers des filières de production plus durables en les soutenant, et également que l'Europe échange avec les autres pays consommateurs. Sur le cas de l'huile de palme, par exemple, vous avez parmi les plus gros acheteurs d'huile de palme, il y a la Chine qui ne produit pas d'huile de palme, et il est essentiel que nous, ce qu'on demande en Europe, d'avoir une huile de palme produite de façon respectueuse, ce soit aussi une demande de la part du marché chinois, parce que c'est à plusieurs qu'on réussira à influencer les pays producteurs, qui sont donc à 90% la Malaisie et l'Indonésie. Est-ce que la finance peut être également un levier, Sylvain Angeran? La finance est toujours un levier dans le monde dans lequel on vit, parce que la finance, enfin si vous faites référence aux banques, notamment françaises, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, mais aussi les investisseurs, ils font des prêts à des entreprises qui sont aujourd'hui dans le secteur agricole, négoce, voire des entreprises qui ont directement des plantations de palmiers à huile. C'est effectivement un levier assez puissant pour pouvoir mettre la pression sur ces entreprises, y compris lorsqu'elles ne vendent pas sur le marché français. On voit qu'il y a beaucoup de banques françaises qui investissent dans des entreprises en Asie du Sud-Est. Et oui, je pense que c'est effectivement c'est un enjeu très très fort de leur demander de ne plus investir dans des entreprises qui sont impliquées dans la déforestation. Ouais. Et là, ça va beaucoup nous aider, le travail qu'on est en train de faire en ce moment, justement, encore une fois, avec le soutien de l'Alliance pour la préservation des forêts, de dire, voilà, des entreprises réunies dans l'Alliance disent il faut beaucoup mieux articuler la question de la loi de devoir de vigilance, à laquelle sont soumises les banques françaises, avec un volet déforestation importée. Donc on va pouvoir, en ce moment, il y a tout un débat sur la loi climat, comme vous le savez, notamment au Sénat. Il y a un amendement, on espère qu'il va passer et qui va être maintenu par la suite, qui renforce cette articulation-là. À mon sens, c'est absolument essentiel qu'on y arrive. Donc nous arrivons à la fin de cet épisode et également à la fin de ce cycle de podcast consacré à l'huile de palme durable. On a pu voir tout au long de cette série que la notion continue à faire débat, notamment dans les réactions sur les réseaux sociaux, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, Laure Grégoire?
Alors, ce qu'il faut entendre par huile de palme durable, c'est une filière de production pérenne et entendre que c'est une huile de palme produite de façon respectueuse des hommes et de la terre. Et nous, au niveau de l'Alliance pour la préservation des forêts, on incite évidemment les entreprises à prendre des engagements forts pour qu'ils s'approvisionnent en huile de palme qui soit sans déforestation, sans exploitation des hommes. Et alors, évidemment qu'il y a des entreprises qui sont des grandes marques, qui achètent de grandes quantités, qui ont déjà beaucoup pris des engagements en ce sens et agissent de façon très forte. L'huile de palme a été attaquée par les ONG il y a une quinzaine d'années et ça a obligé les industriels à se mettre en ordre de marche pour transformer leur chaîne d'approvisionnement, les rendre plus durables en imposant des cahiers des charges stricts à leurs fournisseurs d'huile de palme. Et aujourd'hui, la filière de l'huile de palme, elle a fait énormément de progrès. En termes de méthodologie, usage de satellites pour surveiller les forêts. Et c'est une filière qui a réussi à se transformer. Alors, il y a évidemment encore beaucoup de travail à faire. La certification, comme l'a soulevé Sylvain, est imparfaite, même si la RSPO a bien avancé lors de sa dernière révision. Il y a encore du boulot à faire pour que tout cela soit appliqué. Et c'est la mission de l'Alliance pour la préservation des forêts d'être influent auprès de la RSPO pour que, notamment pour qu'elle agisse et se transforme, et pour l'ensemble des autres acteurs, comme on a évoqué les politiques. L'Alliance, c'est aussi un collectif d'entreprises qui rencontre la problématique de la déforestation pour d'autres matières premières, comme le cacao, le soja, le café. Et ce qu'on veut faire au sein de l'Alliance pour la préservation des forêts, c'est être une plateforme d'échange entre toutes ces matières premières, parce que jusqu'à présent, on s'est rendu compte que chaque filière avance en silo, sans regarder vraiment ce qui se passe de l'autre côté. Et il y a des progrès, des outils, ça peut être aussi des outils innovants qui existent dans certaines filières, qui sont méconnus des autres filières. Et on avait identifié la nécessité pour ces filières de se parler, de croiser leurs outils et leurs expériences et leurs pratiques pour mieux répondre à l'objectif zéro déforestation qu'un grand nombre d'entreprises a pris et s'est engagé à tenir. Moi, je pense qu'effectivement, il y a sur la question du palmier à huile, c'est vrai qu'il y a eu des progrès ces dernières années, mais il y a encore beaucoup à faire. Je ressouligne la question de la Papouasie indonésienne parce qu'il y a encore une fois, au moment où on se parle, il y a des forêts qui sont entièrement rasées pour mettre du palmier à huile. Il y a des violations des droits humains qui sont extrêmement fortes. Donc voilà, c'est difficile de faire abstraction de ça. Maintenant, ce qu'on sent qui progresse, effectivement, c'est qu'au sein des entreprises, vous allez avoir un certain nombre d'entreprises qui vont avoir sincèrement envie d'essayer de régler le problème parce qu'elles ont un problème d'image, parce qu'elles ont un problème de marché, et puis d'autres qui vont essayer de ralentir les choses. Donc, on va dire que nous, notre façon de travailler, c'est de s'appuyer sur, à un moment, sur quelques acteurs pour faire bouger les lois. Et on est ravis, effectivement, si des entreprises nous aident à dire, au niveau européen, oui, il faut renforcer globalement, avec une loi forte, la responsabilité des entreprises sur ce qu'on importe et pas juste s'appuyer sur des systèmes de certification qui sont, voilà, force est de constater, en tout cas nous c'est notre constat, aujourd'hui ils sont insuffisants. Donc il faut aller plus loin. Et c'est toujours intéressant quand effectivement des entreprises vont sur ce chemin-là en disant, oui, effectivement, si on veut avancer sur l'huile de palme, il va falloir renforcer les législations. Voilà. Laure Grégoire, Sylvain Angerand, il me reste à vous remercier d'avoir participé à ce dernier épisode de la série de podcasts et à vous dire au revoir.